Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast qui vous présente les initiatives des entrepreneurs et intrapreneurs du changement dans le monde entier. Je m'appelle Antoine Grégo et lors de chaque épisode, nous partirons à la découverte de femmes et d'hommes qui œuvrent au quotidien pour aider la planète et la société à aller dans le bon sens. Ils nous partageront ce qui les motive, ils nous dévoileront leurs secrets ainsi que leurs conseils pour se lancer, en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, je reçois Solène Pugnette, fondatrice de Creators for Good, qui aide les femmes à redonner du sens à leur carrière grâce à l'entrepreneuriat à impact. Il y a ce syndrome de l'imposteur qui est assez fréquent chez les femmes entrepreneurs où on se dit mais qui suis-je moi pour pouvoir me lancer. Pour pallier à ça, la première étape, c'est vraiment une étape que moi j'appelle d'alignement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire se centrer sur soi et essayer de comprendre quelle est notre valeur ajoutée, quelle est notre zone de brillance, quel est notre ikigai. Alors ça, c'est une philosophie japonaise que j'adore. Cet épisode n'est bien entendu pas uniquement réservé aux femmes, puisque Solène nous partage de nombreux conseils et méthodes applicables à tous. Nous avons discuté de nombreux sujets passionnants, et notamment de comment trouver son idée et gommer ses peurs avant de se lancer, comment trouver ses premiers clients ou comment identifier son business model. Solène nous aide grâce à cet épisode à y voir un peu plus clair grâce à son expérience et par de nombreux exemples. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse donc avec Solène. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si vous l'avez apprécié. C'est ce qui permet à Demain est durable d'être visible de tous. Bonne écoute. Et donc après avoir du coup s'être concentré sur soi et avoir un peu gommé ces peurs et se dire ok, très bien, je me connais bien, j'ai compris ce que je voulais faire, voici à peu près ce que je peux donner et ce que je peux faire au quotidien. T'as le sujet et la peur de justement du business model et de gagner de l'argent avec sa société. Qu'est-ce que tu conseilles, comment tu conseilles les différentes entrepreneurs que tu accompagnes sur ces sujets-là? Donc effectivement, la deuxième étape, ça va être d'identifier qui vont être les clients ou les bénéficiaires qui ont le plus besoin de ce talent génialissime qu'on a donc identifié. Et donc, en général, on conseille, et moi je le conseille à 3 milliards de pourcents, de se concentrer sur un type de client quand on démarre. C'est hyper important parce que sinon on va vite partir dans tous les sens et on va perdre en fait en efficacité. On va avoir moins de résultats moins vite et donc on va se décourager en fait. Donc vaut mieux commencer par une chose, quitte à ouvrir plus tard, mais voilà, plutôt se concentrer lorsqu'on démarre. Et donc là, voilà, l'idée, ça va être de pouvoir identifier qui vont être ses clients. Et c'est à partir des clients qu'on vise et du besoin qu'on va identifier chez eux qu'on va ensuite pouvoir créer une offre qui va être finalement le pont entre nos talents à nous et leurs besoins à eux. Une des difficultés qu'il y a parfois, ou même très souvent, pour être exact, dans les entreprises à impact positif, c'est que parfois les besoins de nos clients ou de nos bénéficiaires sont pas tout à fait, conscients. Je vais prendre 2 exemples pour que ce soit plus clair. Si je décide de me lancer pour être, je sais pas, prof de langues étrangères, prof de turc par exemple, ça, voilà, tout le monde sait à quoi ça correspond, ce que c'est. Il y a même des gens qui tapent dans leur moteur de recherche prof de langue turque. C'est un marché qu'on appelle mature, c'est-à-dire que tout le monde connaît, tout le monde voit ce que c'est. Il y a plein d'exemples, donc il n'y a pas forcément les mêmes difficultés que pour un entrepreneur qui va innover et qui du coup va se placer dans un marché qu'on appelle immature, là où sur des choses qui sont pas forcément connues du grand public, hein, et où les personnes qui ont besoin de ces services ou de ce produit n'ont pas forcément conscience que ça existe.
Donc, par exemple, si au lieu de former à la langue étrangère, je forme au zéro déchet, il y a plein de gens qui ont besoin d'être formés au zéro déchet, mais il y en a très peu qui vont chercher sur leur moteur de recherche formation zéro déchet, ou même ou même qui ont envie d'investir dans une formation au zéro déchet. Donc il y a plein comme ça de leviers psychologiques à actionner pour éduquer son marché et faire en sorte qu'ils comprennent qu'il y a une solution à leurs problèmes, à leurs symptômes, et que, en fait, leur donner envie de résoudre ce problème qui est presque, qui est important, mais qui est pas toujours palpable. Et donc là, c'est voilà hyper important quand on est entrepreneur à impact possible de pas répliquer des modèles marketing un peu tout faits qui fonctionnent peut-être très bien pour des entreprises classiques, mais qui vont pas être suffisants finalement pour des entreprises à impact positif, et comprendre l'enjeu d'éduquer son marché, comprendre l'enjeu de faire comprendre à nos bénéficiaires, à nos clients qui ont des symptômes mais qui sont pas forcément en recherche active de solutions, de pouvoir se rendre visible auprès de ces personnes pour ensuite pouvoir leur apporter l'aide qu'on souhaite leur apporter. Et ça, souvent, c'est difficile parce que les entrepreneurs à impact positif sont relativement allergiques au marketing, qui a une réputation assez mercantile et qui est très liée à la vente. On n'a pas envie de se vendre. On se dit que si on vend quelque chose, en plus en échange d'argent, c'est pas éthique. Enfin, là, on revient aux croyances limitantes liées à l'argent dont on parlait tout à l'heure. Et donc, il va falloir changer son, son appréhension de la communication et du marketing pour bien comprendre qu'on peut tout à fait être authentique, on peut tout à fait rester soi-même, on peut tout à fait être éthique dans la façon dont on va donner de la visibilité à son message pour toucher les bonnes personnes et pouvoir les convaincre d'avoir envie de bénéficier de l'offre qu'on aura créée. Ouais, totalement. Toi, quand tu accompagnes les différents entrepreneurs, tu les accompagnes du coup dans quelle partie? C'est-à-dire justement, tu fais un peu miroir de leur réflexion, tu les conseilles plus concrètement. C'est quoi ton rôle et quel rôle tu joues toi de ton côté? Alors, le rôle que je joue, donc je me suis donné le titre de consultante parce que voilà, j'aime bien donner des conseils. Après, ça veut tout et rien dire, hein. Je veux dire, on y met ce qu'on y met. Euh, En fait, si tu veux, j'ai un rôle à la fois d'accompagnement où je vais être dans l'écoute et pouvoir identifier justement ou aider mes clientes à identifier quelles sont leurs peurs, leurs croyances limitantes et tous les aspects psychologiques qui vont freiner leur passage à l'action. Et après, j'ai un rôle aussi de formatrice où je vais aider au passage à l'action en pré-mâchant toutes les étapes qu'il y a à faire pour pouvoir avancer. Donc dans mes programmes d'accompagnement, très concrètement pour illustrer, il y a à la fois des séances individuelles en one-to-one, je sais pas comment dire ça autrement, et aussi des outils, donc des vidéos de formation, des exercices, des workbooks, des choses à faire en fait qui permettent de pas partir d'une page blanche et pouvoir avancer pas à pas. Donc si on reprend l'exemple des comment identifier ses clients idéaux, on va partir d'abord dans une discussion lors d'une séance sur quelles sont tes envies, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que tu t'empêches pas d'aller vers telle cible à cause de certaines croyances limitantes que tu peux avoir sur telle ou telle envie profonde. Et ensuite, je leur donne l'accès à la formation qui leur permet de bien comprendre les enjeux quand on identifie sa clientèle idéale, et ensuite des templates, si tu veux, pour faire une enquête sur le terrain et pouvoir aller à la rencontre de bénéficiaires potentiels pour bien valider est-ce que c'est vraiment ça les besoins que j'ai imaginés, est-ce qu'ils sont exprimés comme tels chez
chez les personnes que je vise. Donc ça se fait comme ça en plusieurs étapes, un peu voilà, pré-mâché, c'est vraiment le mot, je pense, qui même s'il est pas forcément très beau, ça c'est ce qui résume le mieux ma démarche, parce que quand on est entrepreneur, on a énormément de choses à faire, à comprendre, à apprendre. C'est souvent des étapes par lesquelles on n'est pas passé dans le monde salarié, donc ou même à l'école. Donc c'est la première fois qu'on fait ce genre de choses-là, et on peut vite se retrouver complètement perdu parmi toutes les différentes étapes et se retrouver enfin en fait paralysé, pas réussir à avancer parce qu'il y a trop de choses à penser et à faire. Et une image que j'aime bien utiliser pour décrire mon métier, c'est celui du Sherpa. Donc entreprendre, c'est comme gravir une montagne. Et quand c'est la première fois qu'on le fait, il vaut mieux se faire accompagner par quelqu'un qui a déjà fait ce cheminement-là. Et moi, en tant que Sherpa, je crée pas l'entreprise à la place de mes clients. Par contre, je leur tiens la main sur le chemin, je porte un peu de leur sac à dos, et surtout, je les aide à trouver le bon chemin, à pas se perdre, pour pouvoir vraiment être efficace et mettre un pied devant l'autre. Tout en profitant du paysage. C'est quand même beaucoup plus agréable de faire ce chemin-là quand on se sent en confiance et bien accompagné. Ok. C'est vachement intéressant ce que tu dis, ouais, d'accompagnement, justement, de Sherpa, comme tu dis, d'accompagner progressivement sans faire le travail à la place de l'autre, en fait. C'est la personne, elle doit trouver son chemin, et ton objectif, c'est justement d'être un miroir pour et refléter tous ses talents, qu'elle se rende compte qu'elle a tous ces talents-là, quoi. Oui, tout à fait. J'avais juste un autre point. Concrètement, tu vois, si on se met à la place d'une personne, d'un auditeur une auditrice qui pourrait nous écouter, est-ce que tu conseilles de tout lâcher et de se lancer directement? Est-ce que tu conseilles de continuer à être salarié tout en justement prenant du recul sur son travail, sur soi, etc. Et quelle est pour toi la démarche qui marcherait le mieux? Ça va dépendre évidemment du profil, et notamment ça peut être intéressant. Moi, c'est ce que je fais au début des accompagnements avec mes clientes aussi, de faire un bilan financier tout simplement pour savoir quelles sont les possibilités, qu'est-ce qu'on a comme réserve financière, est-ce qu'on a le droit au chômage ou pas, à des aides ou pas. Donc ça, c'est vraiment un point qui peut être intéressant à faire, parce que clairement, si on a aucune économie et pas le droit au chômage, ça va évidemment pas nous mettre dans les mêmes dispositions que quelqu'un qui a un peu d'économie et 2 ans de chômage devant lui. Donc voilà, il y a déjà un premier bilan à faire personnel, financier, pour se rendre compte du temps qu'on a de liberté entre guillemets pour se lancer. Je pense que c'est possible de faire la partie réflexion tout en étant salarié. Moi, j'ai pas mal de clientes justement sur ce premier volet qui sont encore en poste ou qui sont à 50%. Par contre, une fois qu'on veut commencer à vendre et à avoir des clients, c'est très compliqué de le faire en étant toujours salarié. D'une part par éthique envers son employeur, je suis même pas sûre que ce soit, enfin peut-être que c'est légal, mais bon voilà, c'est peut-être pas voilà forcément idéal. C'est aussi une question de temps, d'énergie, de charge mentale et de disponibilité. En fait, on ne peut pas tout faire. Et très souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est aussi parce qu'on a envie d'avoir une vie plus libre, d'avoir un quotidien qui nous ressemble plus. Et c'est très rarement parce qu'on a envie de travailler de 6 heures du matin à minuit le soir, malgré l'image qu'on peut parfois avoir des entrepreneurs qui prennent pas de vacances pendant 3 ans et qui se tuent à la tâche, ce que je déconseille fortement, parce qu'en fait son propre équilibre, ça joue énormément sur sa créativité et sur sa capacité à avancer. Donc si on est sur les rotules, on peut pas faire décoller son activité. Donc voilà, ça va dépendre un peu de ses finances. On peut faire la partie réflexion en étant salarié. Par contre, au bout d'un moment, si on est sérieux par rapport à l'activité qu'on veut avoir, je pense que ça vaut le coup de s'y lancer pleinement. Après, il y a d'autres philosophies. Je sais qu'il y a les slashers qui se
multiplient. Donc, les slashers, ce sont ces personnes qui ont plusieurs activités en parallèle. Moi, c'est pas ma tasse de thé, mais encore une fois, je pense qu'il n'y a pas une seule solution et que c'est à chacun de trouver la solution qui lui correspond. Je me rends compte qu'on n'a pas vraiment parlé de la création de Creators for Good et de justement, toi, de ton côté, comment est-ce que tu as été accueilli en Turquie pour justement créer cette nouvelle structure? Ouais, ouais, ouais. Alors en fait, quand j'ai lancé mon activité, je l'ai fait depuis la Turquie parce que j'habitais là, mais j'ai choisi dès le départ d'avoir une activité en ligne qui n'ait pas de rapport particulier avec la Turquie en tant que telle. D'une part parce que je n'avais pas envie de mettre tous mes œufs dans le même panier, comme on dit. J'étais pas du tout certaine de continuer à habiter ici pendant aussi longtemps. J'étais au début de ma relation amoureuse, donc je savais pas encore ce que ça allait donner. Et je trouvais que c'était voilà mettre beaucoup de pression que de lancer quelque chose ici si jamais j'étais amenée à redéménager. Donc j'ai choisi une activité en ligne justement parce que voilà ça m'ouvre la possibilité de travailler de n'importe où et de changer de pays si j'en ai envie. Euh, je le savais pas à l'époque, mais ça a été extrêmement pratique pendant le confinement qu'on a tous connu en 2020 suite à l'épidémie du Covid. Donc bon, c'était c'était la bonne pioche, on va dire. Et par rapport à la Turquie en tant que telle, l'autre raison qui m'a donné envie de ne pas me lancer dans un projet qui a rapport avec la Turquie, c'est que euh, ici, si tu veux, le développement durable n'est pas du tout connu du grand public. Il y a très peu de conscience écologique, il y a très peu d'entreprises qui s'engagent. Il y a évidemment quelques entreprises sociales et un petit microcosme de personnes très éduquées qui voient ce que c'est ou qui se lancent dans des projets à impact positif. Mais voilà, moi ne parlant pas assez bien le turc pour travailler en turc, je savais que de toute façon, j'aurais pas de clients en local et que c'était dans un marché. Je parlais tout à l'heure mature, immature. Là, c'est immature, moins. Et donc voilà, j'ai pas eu de lien particulier avec le contexte local. Après, je travaille quand même en espace de coworking. J'ai notamment fait partie du coworking Impact Hub qui est assez connu à l'international parce qu'ils ont des branches un peu partout dans le monde. Donc c'est un espace de coworking qui est spécialisé dans l'entrepreneuriat à impact positif. Mais par exemple, tu vois, pour te donner une idée, à Istanbul, il y avait quelques entrepreneurs sociaux et ils louaient aussi les espaces à un cabinet d'architectes, à des freelances qui n'avaient rien à voir avec l'entrepreneuriat social parce qu'il n'y a pas assez d'entrepreneurs sociaux en fait. Donc voilà, il y a des grands besoins en éducation et en changement positif comme partout sur la planète, mais on est encore, enfin voilà, on n'est pas du tout assez avancé et ne parlant pas assez bien la langue, j'ai pas estimé que c'était mon rôle d'aller convertir les gens. Et d'ailleurs, c'est pas ma démarche. Je préfère travailler avec des personnes qui sont déjà converties et convaincues et qui ont juste besoin d'aide à avancer. Je vais pas les convaincre. Si, il faut monter sur la montagne. Moi, c'est plutôt les personnes qui sont en bas de la montagne et qui me disent, allez, comment je fais? Je veux y aller. Et à ce moment-là, je suis dans ma zone de brillance d'aider ces personnes-là. Ceci dit, être entrepreneur en Turquie, moi j'ai trouvé que c'était une vraie chance pour moi d'habiter ici. Je pense que si j'avais habité en France, je me serais pas lancée ou alors beaucoup plus tard dans ma vie. Et c'est un environnement où l'entrepreneuriat est extrêmement valorisé. Quand j'ai annoncé à mes proches en France et en Turquie, du coup, mes amis, etc., que je quittais mon emploi super bien payé pour me lancer toute seule dans ma propre entreprise. Clairement, j'ai vu la différence d'état d'esprit. En France, tout le monde me disait ah bon, mais t'es sûr, mais comment tu vas faire pour en vivre, mais et si ça marche pas, mais ça va faire un trou dans ton CV, etc.
Alors qu'en Turquie, la réception a été hyper enthousiaste. Waouh, c'est génial, mais quelle chance. Il faut absolument que je te mette en contact avec machin truc, ça va t'aider. Enfin, c'était assez flagrant en fait cette différence d'état d'esprit par rapport à l'entrepreneuriat qui est vraiment ici et c'est quelque chose enfin les gens aspirent à entreprendre, tout le monde n'a pas les moyens ou ne se donne pas les moyens de le faire, mais c'est très aspirationnel et il y a beaucoup moins de peur. Ils sont assez américains finalement dans leur mindset par rapport à ça, par rapport à la France, en tout cas à l'époque où moi je me suis lancée. Et enfin, je suis sûre que c'est des choses, c'est très biaisé évidemment ce point de vue-là, mais en tout cas c'est ce que j'ai vécu moi. Sur le Covid, est-ce que ça t'a aidé toi de ton côté? Enfin, tu vois, je me pose la question de, j'ai l'impression que les personnes justement ont beaucoup plus réfléchi à l'impact qu'ils pouvaient avoir en se recentrant un peu à la maison, en étant de manière forcée en télétravail chez soi, etc. Est-ce que c'est des sujets qui ont vu, est-ce que tu as vu émerger toi plus de personnes qui justement avaient envie d'innover ou d'entreprendre ou pas du tout? Oui, alors ça a eu à très court terme, ça a eu un impact. En fait, j'ai eu des projets qui devaient se faire qui ne se sont finalement pas faits parce que j'ai eu quand même plusieurs personnes qui se sont désistées, qui ont un peu paniqué en se disant oula, bon c'est peut-être pas le bon moment de quitter mon emploi. Et d'autres au contraire pour qui ça a accéléré la prise de décision. J'ai eu soit des entrepreneurs déjà lancés qui ont fait appel à moi pour pivoter en ligne, parce que du coup j'ai pas mal d'expérience dans ces stratégies-là, ou d'autres. J'ai une cliente qui se reconnaîtra peut-être si elle écoute l'épisode, qui était en plein tour du monde avec son amoureux, et ils se sont retrouvés coincés en Nouvelle-Zélande, et du coup ils ont écourté leur tour du monde, ils sont rentrés en Bretagne. Et parce que pendant son début de tour du monde, l'envie d'entreprendre avait émergé. Du coup, elle a décidé de rejoindre un de mes accompagnements alors qu'elle l'aurait pas fait avant un bout de temps si jamais Covid n'était pas passé par là. Donc moi, pour mon activité, je dirais que les choses se sont équilibrées. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tout le monde a fait des zooms. Donc la peur d'être accompagnée en ligne a vraiment baissé. Ça, je le vois là dans les prospects que j'ai en ce moment. C'était une réticence que pouvaient avoir certains entrepreneurs que je rencontrais auparavant. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus confiance facilement au fait de faire un accompagnement en ligne parce qu'on a eu l'occasion de voir son médecin en ligne, de voir son psy en ligne, de voir ses amis en ligne. Et du coup, ça lève pas mal de biais par rapport à ça. Et puis, pour répondre à ta question par rapport à la quête de sens, moi, je l'ai vu très clairement pour mon activité. En fait, il y a un cours gratuit qui est proposé sur la page d'accueil de mon site. D'ailleurs, si tu veux, on mettra le lien sous l'épisode si jamais ça fait sens pour toi, Ouais, totalement. qui est un cours sur le business model durable. Et j'ai vu un gros pic de téléchargement. Donc c'est un cours qui est proposé gratuitement depuis plusieurs années, et j'ai eu un record d'inscription pendant le confinement et un peu après jusqu'à juin. Après juillet, août, ça a baissé, mais tous les étés de toute façon. Le trafic internet baisse et enfin voilà. Mais donc voilà, je me suis dit tiens, ça c'est un signe qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en recherche de valider leur idée, qui ont envie de pouvoir trouver un business model qui soit durable et qui soit rentable tout en étant à impact positif. Donc ça, voilà, un petit indicateur à mon échelle, voilà, de l'océan du net, pour dire que oui, je pense qu'il y a un gros pic de demande. Et puis, tout simplement, il y a pas mal de gens qui vont perdre leur emploi. Enfin, c'est un peu triste à dire, mais c'est peut-être aussi l'occasion pour ces personnes-là de faire de cette difficulté un tremplin pour faire quelque chose de plus aligné, alors que ce soit vers l'entrepreneuriat social ou vers d'autres horizons, mais qui sont plus alignés avec ce dont le monde a besoin pour construire
nouvel écosystème, un nouvel équilibre qui soit plus durable pour tout le monde. Donc, même si sur le coup, c'est jamais agréable de perdre son emploi, parfois et même très souvent, ça peut être l'occasion justement de changer. Et je pense que si on veut que le monde change, ça va pas se faire de manière très linéaire, très progressive, où on se lance à tâtons. À un moment donné, il faut aussi des points de rupture, et les pandémies comme celle qu'on vient de vivre et qui vont se multiplier, parce que si on continue à déforester comme on fait, voilà, clairement, enfin voilà, les catastrophes naturelles vont se multiplier, donc l'équilibre économique va de plus en plus trembler, et l'entrepreneuriat, c'est aussi justement une solution, parce que seul on peut trouver la résilience de repartir du bon pied, entre guillemets, sans dépendre du système qui de toute façon voilà, on l'espère, va pas durer trop longtemps. On espère aussi. Ouais. Je vais terminer par une dernière question que j'ai l'habitude de poser à la fin des épisodes. Si on veut se lancer justement dans l'entrepreneuriat durable et social, est-ce que tu aurais des contenus, hormis du coup ton contenu, ton livre blanc business model durable, que des personnes pourraient lire, que ce soit des livres, des vidéos, des films, que toi de ton côté qui t'ont un peu inspiré et qui pourraient potentiellement inspirer les auditeurs et auditrices? Oui, alors donc il y a effectivement le cours en ligne que je propose sur le business model durable, qui peut être vraiment aidant, qui dure 10 jours. 10 jours, chaque jour on reçoit un email avec un conseil ou un exercice à faire. Je suis aussi en train de finir mon premier livre qui s'appelle Le Guide de l'entrepreneur durable, qui va sortir aux éditions Duno en mars 2021. Donc, dans quelques mois, au moment où on enregistre cet épisode, et qui fait un parallèle entre la permaculture et l'entrepreneuriat. Donc, j'aide les lecteurs du livre à puiser dans les principes de la permaculture pour s'inspirer pour leurs propres activités entrepreneuriales. Et après, franchement, une des choses que j'encourage, d'ailleurs, c'est vraiment d'écouter des podcasts comme le tien, parce que du coup, ça permet d'avoir un contenu hyper qualitatif, d'aller assez loin dans la connaissance des personnes qu'on écoute. Tu vois, regarder des vidéos sur YouTube ou lire des blogs par-ci par-là, bien sûr, ça peut être utile et inspirant, mais on reste quand même pas mal en surface, alors que le format du podcast, souvent, c'est des interviews qui sont assez longues et qui, du coup, permettent d'apprendre vraiment à connaître la personne, et à lever pas mal d'a priori qu'on peut avoir quand on se plonge dans l'entrepreneuriat social. Donc, j'en profite d'ailleurs pour te féliciter pour ton travail. Et puis, il y a plein de podcasts hyper inspirants. Ils sont pas tous d'ailleurs spécialisés dans l'entrepreneuriat durable, mais qui peuvent vraiment aider à démystifier en fait l'entrepreneuriat. Et c'est ce dont on a besoin si on veut passer dans un monde, si on veut quitter le monde des salariés frustrés et qu'on veut vivre dans une société avec plein d'entrepreneurs épanouis. Il faut bien qu'on puisse s'inspirer les uns les autres, et je pense que le podcast est un super format pour faire ça. Je propose du coup d'en rester là. Merci Solène pour ton temps. Si on veut te contacter, si on veut du coup travailler directement avec toi, comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors donc il y a mon site internet www.creatorsforgood.com/fr pour la version française. Enfin, il y a un petit drapeau français de toute façon pour passer en version française. Il y a donc sur Instagram mon pseudo, c'est Solène _for_good.
Underscore, c'est le tiré du bas là, sur le 8. Je sais plus comment ça s'appelle en français. Sur donc mon compte Instagram, je partage les coulisses de mon aventure entrepreneuriale ou de l'écriture du livre, par exemple, que je mentionnais tout à l'heure. Et puis, il y a mon profil LinkedIn, Solène Pigné. Agda, je crois que j'ai mis mon nom en entier. Bon, je pense en tapant Solène Pigné, on doit me retrouver. Voilà, faut pas hésiter à m'ajouter dans son réseau. Voilà, moi je suis toujours curieuse de rencontrer des personnes qui sont engagées ou qui ont envie de s'engager et du coup, voilà, faut pas hésiter à faire cette petite demande. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités. À très vite.